Parfait. Écoutez, je pense qu'on aura encore quelques personnes qui vont arriver en cours d'émission. C'est toujours un petit peu la difficulté hein, de trouver le bon horaire. D'ailleurs, n'hésitez pas, lorsque vous aurez l'occasion, après cette émission, vous recevrez un mail pour nous faire part de votre satisfaction, si c'est le cas, de vos remarques, si vous en avez, pour peut-être nous parler de l'horaire ou ce genre de choses. Toutes vos remarques sont les bienvenues. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir. Je suis Yann Gagné, fondateur de New Sens, et je suis très, très heureux d'accueillir ce soir Maître Séverine Taffino à l'occasion de notre troisième épisode de la chronique New Sens Soyons Directs. C'est un plaisir de recevoir Séverine et notamment parce que ce soir, elle va nous éclairer, elle va répondre à nos questions sur une thématique qui nous concerne toutes et tous. Nous le savons et les créateurs de patrimoine New Sens savent l'exprimer et l'aborder avec vous. Toute famille a pour objectif tout d'abord de se constituer un patrimoine, d'en retirer des revenus et à un moment de le transmettre. Et ce soir, justement, la thématique que nous avons choisie est transmettre son patrimoine en gardant le contrôle. Bonsoir Séverine, vous allez bien? Bonsoir, oui, je vais bien. On est vraiment très heureux de vous accueillir. Là, vous êtes chez vous, je crois. Oui, dans ma Sologne. En Sologne. Voilà, Oui, quelle chance. Bon, oui, Séverine, vous vous présentez comme un notaire généraliste, mais c'est vrai qu'au cours des années, au fil des années, vous êtes spécialisé en stratégie patrimoniale. D'ailleurs, j'aime à rappeler que vous êtes enseignante à la faculté de Tours en Master 2, donc la cinquième année de ces étudiants qui se préparent comme vous à être notaire, voire créateur de patrimoine. C'est bien ça? c'est ça, exactement. Bon. Et pour vous connaître, Exactement. un peu et un peu mieux chaque fois que nous nous rencontrons, vous êtes avant tout une femme sincère et qui aime accompagner aussi sincèrement les familles, et notamment les familles sur des thématiques telles que la vulnérabilité et la préparation à la dépendance. Alors, ce sont des thèmes lourds, mais que nous Exactement. aborderons ensemble hein, vers la fin de cette émission. Vous êtes engagé, passionné, passionné par l'humain et vous allez, j'en suis sûr et certain, passionner aussi nos invités ce soir. D'ailleurs, vous aurez, Séverine, l'occasion de répondre à leurs questions hein, qui vont apparaître sur le fil de ce webinaire. Alors, je précise que si toutefois le temps nous manquait pour répondre à chacune des questions, sachant que nous en avons préparé un certain nombre déjà, eh bien, les créateurs de patrimoine New Sens auront l'occasion, ceux qui vous ont invité, de pouvoir apporter des réponses made in Maître Taffino. Voilà, pour être très simple. Alors, c'est vrai, nous sommes dans l'émission Soyons directs. On va commencer par une question très directe parce que c'est vrai que pour l'essentiel, les Français que nous sommes n'ont pas une relation très fluide, très facile avec les notaires, voire parfois cette intervention ou cette rencontre se passe dans des moments plus dramatiques de la vie, notamment au moment du décès. Alors peut-être qu'il serait bon pour nos auditeurs de rappeler quel est le rôle du notaire. Oui, alors il faut effectivement changer cette image. Hein. Ce sont des propos que je peux entendre assez souvent et c'est bien dommage. Et effectivement, il faut représenter cette profession, la redéfinir cette profession qui est passionnante. Et rappeler que le notaire se doit d'être aux côtés des familles, il est un accompagnant des familles et il doit être à l'écoute de son client, il doit prendre le temps de recevoir son client, de comprendre sa problématique, de définir avec lui son projet, de le conseiller au mieux, de caler au mieux à ses attentes. Pour ce faire, bien évidemment, il est essentiel d'avoir cet échange avec le client. Ce client peut avoir des particularités, il peut avoir une problématique de transmission avec des enfants un peu réfractaires, des conflits de famille, il peut être en famille recomposée, il peut aussi avoir un enfant différent, un enfant touché par le handicap, quel qu'en soit le degré, et autant de paramètres qui vont nécessiter une adaptation des conseils du notaire. Et rappelons aussi que
Le notaire doit être présent aux côtés de ses clients tout au long de la vie, que ce soit pour un contrat de mariage. Je pense qu'on ne pense pas forcément au notaire sur tous ces actes, mais voilà, le mariage, l'adoption, la donation, l'achat, la revente, le divorce, la préparation à la dépendance, les successions. Le champ d'action est très très large et ne se résume pas uniquement à la vente ou à l'achat d'un bien. Le notaire doit être aux côtés de son client pour lui apporter tous ses conseils. Alors, ce que je peux entendre aussi assez souvent, c'est que le vocabulaire utilisé n'est pas toujours très clair, très compréhensible. Et bien évidemment, nous devons nous mettre à la portée du client. Le client doit avoir compris, doit être satisfait et il n'est pas question de le laisser partir sans avoir répondu à toutes ces questions et sans que tout ça soit très clair. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vraie relation de confiance avec son client et parfois le notaire est le confident. On vient nous confier beaucoup de secrets de famille, mais qui aussi nous aide à être de meilleurs conseils. Quand on sait vraiment ce qui se passe dans une famille, on est plus à même d'apporter les bons conseils. Il faut normalement rien cacher à son notaire. Donc, à vous entendre, Séverine, il faut un peu démystifier Complètement. cette image du Exactement. notaire qui est Exactement. un acteur et un accompagnant dans pratiquement C'est ça. toutes les étapes de la vie. Alors, Exactement. justement, Exactement. C'est comment, très important de ne pas craindre son notaire ou ne pas être à l'aise. Ça, c'est pas possible. oui, et puis là encore, c'est vrai que c'est une profession qui ne cesse de se moderniser. Alors, nous le Exactement. savons Et tant tous mieux. et toutes, et pourtant on ne le fait pas toujours, mais toute chose doit être anticipée. Séverine, pourquoi consulter justement un notaire pour transmettre? Parce que le notaire est un spécialiste du patrimoine, c'est un spécialiste du droit et notamment du droit civil et il a également la maîtrise de la fiscalité. Donc, autant de compétences qui font du notaire un conseil précieux et indispensable pour anticiper la transmission de son patrimoine, que ce soit du vivant ou du décès de la personne. Donc, son rôle, c'est de prendre le temps, alors dans un premier temps, de faire un bilan de la situation familiale, je le disais tout à l'heure, voir si la famille est recomposée, voir si la protection du conjoint survivant a bien été vue, l'anticiper, gérer parfois la vulnérabilité, le handicap d'un enfant, puis faire le bilan patrimonial. Donc, le patrimoine du client peut se composer de biens immobiliers, de parts de SCPI, de sociétés, il peut avoir une société d'exploitation, il peut avoir des produits de placement différents. L'idée étant je trouve, faire un bilan très, très, très complet, ce qui prend du temps et ce qui est finalement rarement fait, parce que c'est quand même un sujet qui est frais et les clients ont parfois du mal à se positionner, à se poser, à faire ce travail. Donc, c'est le rôle du notaire de le faire avec lui. Et puis faire un point fiscal. Est-il opportun de conseiller au client d'anticiper la transmission de son patrimoine en fonction de la valeur de ce patrimoine, eu égard au fait que chaque enfant bénéficie d'un abattement sur ce qu'il reçoit de chacun de ses parents, abattement spécial également sur la transmission, enfin, les dons manuels, les donations en numéraire. Il n'est parfois pas opportun d'anticiper cette donation si le patrimoine ne le justifie pas ou si le nombre d'enfants étant important, les abattements ne seront jamais utilisés totalement et il n'y aura pas de droit de succession. À partir du moment où il n'y a pas de droit de succession, le notaire peut estimer, malgré le fait que le client l'ait interrogé sur ce sujet, il peut estimer que cette donation n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, je pense qu'il faut également se caler, c'est très important de se caler sur la philosophie de vie de nos clients. Est-ce qu'un client réellement est prêt à transmettre? Comment voit-il cette transmission? N'a-t-il pas, c'est un vrai sujet, hein, on en parle tout à l'heure, de crainte, et puis a-t-on intérêt dans cette famille en particulier à créer une indivision? Le client a-t-il un projet de revente? Autant de conditions et de paramètres qui vont nous permettre de le guider au mieux. Donc, c'est un
un travail très important à faire avec lui pour voir s'il est opportun de transmettre ou pas. D'accord, donc c'est très clair et vous le dites, c'est vraiment du sur-mesure, c'est beaucoup C'est d'écoute ça, et encore une exactement, fois, beaucoup d'humain parce que vous êtes exactement. dans le secret des familles, Séverine. Alors, je Oui, tiens à le dire, nos invités ont beaucoup d'humour parce qu'en parallèle, j'ai reçu la vidéo de la scène dans le film Les Trois Frères qui se passe chez oui. le notaire. Alors non, Bon, changeons l'image. je renvoie chacun à ce grand film de français euh, avec les inconnus. Et je précise Ouais. que j'ai salué mon ami Laurent tout à l'heure, qui n'est pas à sur l'île de la Réunion, mais bien sur l'île Maurice, évidemment. Vous voyez, on vient de loin ou on participe de loin à cette émission. Euh, donc, on est en train de parler de transmission, Séverine, et c'est vrai qu'on peut se dire que transmettre son patrimoine de son vivant, ça fait partie, bien sûr, du cycle de la vie, mais nous, qui sommes au contact, effectivement, de nos clients, on sent certaines réticences par rapport à cet acte. Selon vous, et là, vous êtes forcément bien placé pour le savoir, parce que vous les ressentez, ces freins ou ces réticences, qu'est-ce qui peut freiner le fait de transmettre de son vivant? Alors effectivement, il y a des freins. De plus en plus de clients émettent des réserves depuis quelques années. Alors, ces freins sont liés à la peur de perdre le contrôle de son patrimoine. Que deviendra ce patrimoine donné par anticipation si les enfants s'éloignent, s'il y a un conflit de famille, ce qui est malheureusement de plus en plus le cas, si la famille se décompose. Il y a également une vraie peur légitime face à l'inconnu de la dépendance, parce que l'espérance de vie augmente, on vit de plus en plus vieux et en meilleure santé, mais parce qu'également les frais de santé augmentent, parce que les retraites diminuent, et donc quel intérêt, n'est-il pas risqué de se démunir, entre guillemets, en transmettant son patrimoine? Bon, alors, s'agissant notamment des frais de maison de retraite, parce que c'est un vrai sujet, on sait qu'une maison de retraite, ça a un coût et inévitablement, il n'est pas totalement pris en charge. Bon, c'est aussi peut-être une fausse excuse. On sait qu'en moyenne, le reste à charge, s'agissant du paiement d'une maison de retraite, est d'environ 2 000 € par mois, et que la durée de vie moyenne en maison de retraite est de 2 ans. Et évidemment, certaines personnes vont y passer beaucoup plus de temps et d'autres moins, mais voilà, statistiquement, la durée moyenne est de 2 ans. Ce qui, pour un coût de 2 000 € par mois, représente 50 000 € par an et ne justifie absolument pas qu'un client estime qu'il soit obligé de conserver 500 000 € de disponibles. Mais quoi qu'il en soit, c'est totalement légitime d'avoir ces craintes, et ça, je l'entends. Et également, la peur de devoir, en cas de vente, de vente nécessaire, devenue nécessaire, la crainte de devoir demander aux enfants de signer pour vendre la nue propriété qui leur a été donnée, et de se voir opposer un refus, et donc de ne pas pouvoir disposer de son patrimoine. Voilà, ce sont des questions vraiment très fréquentes, très très fréquentes. Donc à nous de rassurer les clients et de leur exposer effectivement les solutions, parce qu'il y en a des solutions, bien évidemment. Bien sûr, parce que là, en fait, vous venez de nous faire un inventaire de ces réticences. D'ailleurs, Oui, nous, en tant que créateurs de patrimoine, qui, un peu comme vous, avons cette envie de parfaitement comprendre les personnes que nous oui, rencontrons, leur situation, leurs objectifs, c'est vrai qu'ils nous expriment ces réticences. Et vous l'abordiez il y a un instant, notamment celle liée à l'espérance de vie, ce qui est une excellente nouvelle. On va oui, vivre plus longtemps. Mais en même oui, temps, voilà, le fait de se dire, mais voilà, est-ce que j'aurai assez pour aller jusqu'au bout si on devait prendre cette image? oui. Justement, face à ces réticences, qu'est-ce que vous, en tant que notaire, vous préconisez à ceux et celles qui souhaitent transmettre? Alors, il y a plusieurs solutions.
Et encore une fois, c'est toujours au notaire de s'adapter et de préconiser les meilleures solutions. Moi, j'en identifie principalement trois outils. Un que vous connaissez bien en tant que créateur de patrimoine, qui est le démembrement de propriété. Voilà, très simplement, je donne un bien immobilier, un portefeuille titre ou des parts de SCPI. Je le donne tout en conservant l'usage de ce bien. La pleine propriété se décompose en l'usufruit et la nue propriété. Je suis usufruitier, je ne suis donc plus propriétaire de mon bien, mais j'en ai l'usage. Et s'agissant donc d'un bien immobilier, j'en ai l'usage, donc je l'occupe, je le mets en location, j'en perçois les revenus, j'en perçois les loyers. Le nu propriétaire, quant à lui, est propriétaire. Il est propriétaire sur le papier, sa donation et son titre de propriété, mais il n'en a pas l'usage. Il en aura l'usage à l'extinction de l'usufruit. Soit que cet usufruit s'éteindra par le décès, et ne générera d'ailleurs pas de droit de succession et il n'y aura d'ailleurs pas d'acte à faire pour le consacrer. Au matin du décès, le nu propriétaire devient plein propriétaire du bien qu'il avait reçu. Soit que cet usufruit est donné, parce qu'il est possible également, en cours de vie, après avoir fait sa donation, de renoncer à l'usufruit pour permettre notamment au nu propriétaire d'en percevoir les revenus à partir du moment où l'usufruitier a estimé qu'il n'en avait pas besoin. Donc, ce démembrement de propriété, voilà, le donateur conserve cet usufruit qui lui rapportera donc des revenus et qui fera d'ailleurs que sans sa signature, le nu propriétaire ne pourra pas disposer des biens. Donc ça, c'est déjà un premier moyen de contrôle. Cet usufruit, qui plus est, parce que c'est aussi une question qui nous est posée, dans le cas notamment de la donation d'un bien propre, mais également dans le cas de la donation d'un bien commun, il est également prévu dans l'acte de donation, il faut le prévoir, que cet usufruit sera réversible sur la tête du conjoint survivant, de sorte que, s'agissant d'un bien propre ou d'un bien commun, le conjoint survivant bénéficiera, recevra cet usufruit intégralement et donc au décès de son conjoint pourra continuer à percevoir les revenus. Ça, c'est important. Cet usufruit a une valeur qui dépend en fait de l'âge de l'usufruitier et de la valeur du bien qui est transmis. Alors, évidemment, il diminue en fonction de l'âge. L'âge avançant, la valeur de l'usufruit diminue et la nue propriété, c'est le principe des vases communicants, la valeur de la nue propriété augmente et l'aléa étant la vie, bien évidemment, plus on se dirige vers une fin de vie et plus la valeur de l'usufruit est faible. De sorte qu'un donateur qui a 55 ans, donc dans la tranche d'âge entre 51 ans et 61 ans, a un usufruit qui vaut 50%, là où un donateur de 85 ans a un usufruit qui vaut 20%. Tout ça m'amène à rappeler que plus la donation est faite tôt et plus la valeur de l'usufruit est élevée, la valeur de la nue propriété étant plus faible, on baisse les éventuels droits de donation. Ça a un avantage fiscal de transmettre jeune. Il faut également préciser que l'usufruitier va donc continuer d'entretenir le bien. Il n'a normalement pas la charge des gros travaux, mais il est bien évident que toute plus-value générée par des sommes engagées par l'usufruitier profiteront au nu propriétaire au moment de l'extinction de l'usufruit. Donc, bon, c'est aussi indirectement un moyen de transmettre en franchise de droit. Il n'y aura pas de retour en arrière, il n'y aura pas de contrôle et voilà, on n'actualisera pas cette donation eu égard aux frais et aux plus-values générées par les travaux de l'usufruitier. Donc voilà, ça en termes de contrôle, voilà, ça permet d'avoir les revenus et ça permet d'éviter que le nu propriétaire puisse vendre le bien sans la signature de l'usufruitier, c'est totalement impossible. Et la crainte également des clients, c'est mais est-ce que nos enfants ne vont pas nous mettre dehors? Ben non, parce que justement, l'usufruit est réservé et réversible sur la tête du survivant. Voilà. Je sais. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, pardon. Alors, l'autre possibilité, une autre possibilité justement de garder le contrôle lors d'une donation,
C'est notamment le fait de pouvoir insérer dans l'acte de donation des clauses particulières. Donc, s'agissant d'une donation d'argent, il est possible de prévoir des modalités d'administration de la somme donnée. Par exemple, consacrer le fait que cette somme ne pourra être utilisée que pour acheter une habitation, que pour ouvrir un compte titre, et également fixer l'âge auquel un mineur devenu majeur pourra disposer des capitaux, étant précisé qu'on ne peut pas aller au-delà de 25 ans. Mais on peut quand même exercer aussi, dans le cadre de cette donation d'argent, un contrôle pour éviter le syndrome Ferrari des enfants ou des petits-enfants. Ensuite, dans une donation immobilière, plusieurs clauses sont également possibles, et notamment celle que l'on connaît bien et qui est systématiquement intégrée dans l'acte, qui est la clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer. Donc, le donataire reçoit le bien en nue propriété, mais il ne peut ni le vendre, ni le donner en garantie, notamment dans le cadre d'un investissement et dans le cadre d'un prêt. Il ne peut pas disposer de ce bien sans l'accord de l'usufruitier. Autre possibilité pour exercer un contrôle, le fait de faire des donations graduelles et des donations résiduelles. Ça, ce sont des formes de donations qui sont encore assez peu utilisées, peut-être parce que nous, notaires, nous n'avons pas su communiquer sur ces sujets. C'est un bel outil. D'abord, c'est un bel outil fiscal. C'est un sujet qui pourrait être développé dans une autre réunion, mais la donation graduelle permet de donner un bien un enfant et de lui imposer de ne pas en disposer, de ne pas le vendre notamment, pour qu'un second gratifié, qui pourrait être notamment un petit enfant, puisse le récupérer. Existe aussi la donation résiduelle qui prévoit ce transfert au profit de l'enfant et qui prévoit que ce bien peut être vendu si c'est nécessaire. Alors, s'il est vendu, effectivement, le deuxième gratifié recevra le reste de cette donation. Et s'il n'est pas vendu, il reviendra au deuxième gratifié prévu dans l'acte de donation. Ça, c'est un bel outil de contrôle également. Quand en fait, on a peur qu'un enfant dilapide le patrimoine immobilier et le vende bêtement pour mal investir ou autre. Donc, on a aussi ces possibilités-là de donation graduelle ou résiduelle. Ensuite, autre possibilité, dans un acte de donation, il est totalement possible d'intégrer une clause, qui est une charge dans la donation. Cette clause prévoyant que d'ores et déjà, le donataire, celui qui reçoit, donne tout pouvoir au donateur de vendre le bien et de réemployer le produit de la vente. Il s'engage d'ores et déjà, ce donataire qui reçoit, à consentir à la vente du bien. Il y a une relation de confiance qui fait que c'est l'usufruitier qui, de toute façon, a tout intérêt à vendre au meilleur prix. Il a intérêt tant pour lui, usufruitier, que pour le nu propriétaire. Et ce donataire s'engage d'ores et déjà à comparaître à l'acte de vente qui consacrera la réalisation de cet actif. Alors, dans ce cas de figure, trois choix s'offrent ensuite aux parties, usufruitier, nu propriétaire, dans l'utilisation des fonds, dans l'utilisation du prix de vente. La première solution, c'est que chacun ayant vendu ses droits, l'usufruitier va donc percevoir son prix de vente de son usufruit. Cet usufruit a une valeur qui est déterminée fiscalement ou économiquement. Bon, ça, c'est un autre point de détail, mais cet usufruit a une valeur qui dépendra de la valeur du bien, comme on disait tout à l'heure, et de l'âge de l'usufruitier. Et le nu propriétaire percevra la différence, c'est-à-dire la valeur de sa nue propriété. Donc, la première possibilité, c'est que finalement, chacun reparte avec son prix de vente. Donc, en amont, dans notre donation, le donataire a donné tout pouvoir à l'usufruitier pour disposer du bien et procéder à la vente. Il a comparu, ce donataire, à la signature de l'acte de vente tel qu'il s'y était engagé, mais conventionnellement entre les parties, on a une répartition usufruit, nue propriété, chacun repart avec son prix. La deuxième possibilité qui s'offre aux parties, et notamment dans le cas où justement cet usufruitier qui avait peur de perdre le contrôle, mais qui a aussi peur de manquer de revenus, c'est le fait de pouvoir lui attribuer l'intégralité du prix à cet usufruitier sous la forme d'un quasi-usufruit.
Vous avez entendu parler du quasi-usufruit, vous en connaissez les caractéristiques. Et donc, sous couvert d'une convention de quasi-usufruit qu'il est indispensable d'ailleurs de signer, de régulariser avant ou concomitamment à la vente, mais surtout pas après, au risque d'être requalifié en abus de droit, sous couvert de cette protection, l'usufruitier va donc disposer de la totalité du prix de vente et le nu propriétaire bénéficiera d'une créance de restitution dans la succession de son auteur, dans la succession du donateur, c'est-à-dire que cette somme lui est due. C'est la succession du donateur décédé depuis lors qui devra restituer cette somme si elle a été utilisée. Donc ça, c'est un bel outil parce que finalement, on est parti d'une situation où notre donateur, à qui on a certainement expliqué qu'il était très important de transmettre pour des raisons fiscales, parce que voilà, sa fiscalité et surtout celle de ses enfants pouvait être très lourde, on l'a convaincu de donner, on l'a rassuré sur le fait qu'il ne perdrait pas le contrôle parce qu'il en a l'usufruit de ce bien, et dans son acte de donation, on a tout bien verrouillé, pardon pour le vocabulaire, mais pour que justement il garde ce contrôle. On l'a conforté dans le fait qu'il pourra vendre ce bien si sa situation le nécessite. Et on lui confirme qu'il pourra même disposer de la totalité du prix de vente. Donc, il est totalement protégé, ce donateur. La troisième solution, dans le cas d'une vente, typiquement, une famille avait une propriété importante nécessitant un entretien important et donc des charges. Elle a été donnée en nue propriété, on a inséré nos clauses, le donataire s'est engagé à ne pas être un obstacle à la vente. Et finalement, le choix de la famille est plutôt de vendre cette propriété pour acheter, c'est souvent le cas, un appartement dans une petite ville moyenne avec un ascenseur ou une petite maison de ville avec une cour parce qu'on ne peut plus entretenir la propriété. Et bien, à ce moment-là, le conseil à donner, c'est de faire ce rachat dans les mêmes proportions, d'utiliser ce démembrement qui a été fait en amont dans la première donation et pour ne pas perdre le bénéfice, notamment fiscal, de ce démembrement, on va accompagner nos clients dans leur rachat et démembrer cette acquisition, de sorte que notre usufruitier de départ se retrouvera usufruitier dans le nouveau bien et le nu propriétaire, idem, et au décès de notre usufruitier, ce nouveau bien acquis en démembrement sera réputé appartenir en pleine propriété à notre nu propriétaire. Donc, ça aussi, c'est une façon de garder le contrôle. L'autre point, l'autre solution qui offre de multiples possibilités et également un intérêt fiscal, c'est le fait de détenir ces biens dans une société civile, notamment une société civile immobilière, qui peut être une société civile patrimoniale également. C'est vraiment une forme de détention qui est au cœur de la stratégie patrimoniale parce qu'au-delà de pouvoir présenter des caractéristiques que l'on vient d'évoquer, elle a vraiment un intérêt fiscal qui est facile à comprendre. D'une part, loger son bien dans une société, c'est-à-dire soit le vendre à cette société civile, soit la porter, peu importe, permet d'éviter les aléas d'une indivision. Clairement, donner des parts de société à un enfant en s'en réservant l'usufruit fait que cet enfant, s'il ne veut plus rester indirectement propriétaire du bien avec ses frères et sœurs, il ne pourra pas provoquer un partage, comme dans le cas d'une indivision pure et simple. Il pourra vendre ses parts et on aura une protection assurée par la clause d'agrément et autres. Il pourra sortir de cette société, mais il ne pourra pas demander la liquidation de cette société. Donc, on n'a pas de risque de perte du patrimoine, il n'y a pas de danger pour personne, ni pour les autres enfants, ni pour l'usufruitier. Ça, c'est important. Le deuxième point lié à ce mode de détention et de transmission, donc transmettre la nue propriété de parts de société, fait que la valeur qui est transmise, c'est la valeur nette des parts de cette société. Autrement dit, la valeur des parts d'une société civile se calcule eu égard à ce qu'elle détient et ce qu'elle doit. On peut, dans une société, déduire tout le passif de la société. Donc, en comparaison, j'ai un bien qui vaut 100 000 €, j'ai un emprunt dessus, je veux donner ce bien en nue propriété, je ne pourrai pas tenir compte de la charge de l'emprunt.
du solde du prêt restant dû. En revanche, si je détiens ce bien dans une société civile qui elle-même a un emprunt, je pourrais déduire ce passif. Je pourrais déduire le solde de ce prêt, tout comme je pourrais déduire le compte courant d'un des associés qui pourrait être notamment mon donateur. Souvent, les parents ont injecté des fonds dans la SCI pour permettre à cette SCI de faire des travaux sur son bien, d'honorer un prêt, de faire des travaux d'amélioration ou d'entretien. Autant de passifs qui vont nous permettre de baisser la valeur de cette société et de la transmettre à moindre coût pour justement éviter une fiscalité de transmission, de donation et peut-être se caler au niveau des abattements, les fameux 100 000 € par parent et par enfant. Ça, c'est important. L'autre point aussi, quant à la valorisation de cette société, c'est qu'on peut lui appliquer une décote, ce que l'on ne peut pas faire sur un bien immobilier détenu en propre. Alors, bien évidemment, la donation de nue propriété de part obéit aux mêmes règles fiscales en matière d'estimation d'usufruit, et on peut également prévoir la réversion d'usufruit sur ces parts de société sur la tête du conjoint survivant. Il y a également dans ce cas de figure et toujours dans notre souci de garder le contrôle, le fait de pouvoir permettre à l'usufruitier de participer non seulement au vote s'agissant de la répartition des bénéfices de la société, mais on peut étendre les droits de l'usufruitier en matière de droit de vote. La seule chose, c'est qu'il ne pourra pas dissoudre sans le vote des nus propriétaires. Mais voilà, le fait de lui octroyer ses droits, c'est aussi une belle façon d'en garder le contrôle. Et puis enfin, toujours dans ces sociétés, on peut aménager les pouvoirs du gérant. En l'occurrence, typiquement, notre usufruitier qui souhaite donner mais garder le contrôle, il a son usufruit, il peut avoir la qualité de gérant avec les pouvoirs les plus étendus, et notamment le pouvoir de vendre le bien de la SCI et de réemployer les fonds et de se distribuer les bénéfices ou les dividendes. Et donc, la seule crainte, c'est de perdre cette qualité de gérant, c'est pourquoi il faut s'assurer que notre usufruitier détient au moins une part en pleine propriété et de définir des règles d'unanimité pour éviter qu'il se fasse, entre guillemets, sortir de la société. Donc, autant de moyens de contrôle qui me semblent très intéressants. Alors, on peut aussi étendre ce que je viens de dire aux parts de SCPI, parce que les parts de SCPI sont un très très bel outil, un outil très favorable pour transférer son patrimoine, qui est plus flexible. On le sait que l'immobilier classique, c'est un placement qui offre une grande tranquillité aux souscripteurs et à ses héritiers. On sait que c'est toujours un peu difficile de transmettre équitablement, surtout quand le patrimoine se compose de biens de différentes valeurs, ou par exemple des biens situés à des endroits différents. Moi, j'ai parfois vu des donations faites il y a 30 ans d'un appartement à Paris et d'une ferme dans la Nièvre, par exemple. Au moment de la donation, il y a 30 ans, les biens avaient la même valeur. Depuis lors, ils ont un peu changé de valeur. Voilà. Détenir des parts de SCPI, transmettre des parts de SCPI, c'est vraiment un bel outil pour conserver l'équité. Et c'est une solution aussi anti-indivision et dont on peut effectivement donner la nue propriété en se gardant l'usufruit et donc les loyers, les dividendes. Voilà. Voilà pour les solutions que je préconise. Waouh! Ce qui est formidable, c'est que je disais tout à l'heure que le commun des mortels n'avait pas une relation fluide avec son notaire. Ce qu'on peut dire, si on reprend le terme de fluidité, c'est que quand on vous entend, ça paraît simple et fluide et on voit qu'il y a beaucoup de réponses et de solutions qui finalement vont permettre de faire du sur-mesure. J'ai une question de Sandrine qui me dit, est-ce possible d'apporter dans une SCI ma résidence principale dont je suis propriétaire sans passer par une vente?
Alors, soit on la vend, soit on la porte. Si on la porte, c'est-à-dire c'est un acte à titre gratuit, et en contrepartie, on reçoit la totalité des parts de cette société si cette société ne détient rien d'autre. Ou on la vend, ça peut aussi être l'occasion de dégager du cash pour en faire autre chose, mais effectivement, cette SCI, si on lui vend et qu'elle fait un emprunt pour vous en payer le prix, il faudra qu'elle emprunte, et pour rembourser son emprunt, il faudra qu'elle ait ou des loyers ou des apports en compte courant de la part de la personne qui a apporté. Mais les deux sont possibles. Oui. D'accord. Et, Ouais. euh, et j'ai une autre question de Ossine qui me dit le démembrement, puisque c'était le premier point que vous abordiez, le démembrement est-il Oui. irréversible, quel que soit l'événement de vie qui peut survenir, par exemple l'impossibilité subite de subvenir à ses propres besoins? Alors, la donation est un acte irrévocable. Le démembrement n'est pas irréversible. On peut renoncer à un usufruit, on peut donner un usufruit, mais justement, les solutions proposées font que, en cas de besoin de l'usufruitier, il peut appréhender la valeur financière, le prix de vente de sa nue propriété. C'est justement la solution du quasi-usufruit. Et D'accord, c'est oui, oui. finalement cet outil, ce quasi-usufruit, l'utilisation totale du prix de vente par l'usufruitier, c'est presque le fait de revenir en arrière sur l'acte qui a été passé dans ses effets, mais juridiquement, on ne revient pas en arrière, et il ne le faut surtout pas d'ailleurs, sinon ce serait un non-sens fiscalement. J'entends. Oui, oui, c'est logique. C'est logique. Alors, c'est intéressant parce que nos invités se répondent entre eux, mais on va faire ça sous la haute autorité de Maître Taffino. La question de Laurent qui était quelle est la meilleure SCI? Est-ce doit être à l'IR ou à l'IS? Oui, Alors, la ça c'est réponse, un sujet purement fiscal. c'est purement fiscal. Alors, la réponse de Laurent, on va voir si, de Yannick, on va voir si elle est juste. C'est tout d'abord, tout dépend des objectifs patrimoniaux de nos clients. SCI à l'IR pour loger un bien nu en investissement avec avantage fiscal, par exemple. Mhm. Donc, Mhm. vous validez? Bah, la différence entre les deux, c'est que une SCI à l'IR, elle est transparente, et les associés sont imposés sur le revenu au titre des revenus fonciers sans les percevoir si jamais il y a un emprunt pour payer le bien acquis par la SCI, ce qui peut être lourd de conséquences. Mais la contrepartie, c'est qu'en cas de vente, on bénéficie du régime plus-value des particuliers, c'est-à-dire exonération totale à 30 ans. La SCI a l'impôt sur les sociétés, elle évite de payer cet impôt sur le revenu, pour faire simple, parce qu'en fait, le bien va être amorti. S'agissant d'un bien immobilier, du coup, il va être amorti sur une durée longue, et les associés seront uniquement imposés sur le bénéfice après paiement de l'impôt. Mhm. En revanche, le fait de pas ou peu payer d'impôts pendant la durée de vie de la société a une contrepartie qui est qu'il ne bénéficie pas du régime fiscal de plus-value des particuliers. Ça reste une société, la société civile à l'IS, c'est un bon outil, et notamment quand les clients commencent à avoir un patrimoine immobilier locatif assez important, parce que finalement, ils ont une fiscalité qui devient trop lourde, et s'ils n'ont pas assez de cash, de trésor pour l'assumer, cette fiscalité, ça peut devenir très compliqué. Et sachant que nos impôts ne vont pas baisser, les taxes foncières augmentent, toutes ces charges liées à l'immobilier augmentent. Donc, effectivement, c'est un vrai sujet, et la meilleure solution, c'est de faire des simulations en fonction. Et comme on se disait tout à l'heure, c'est vraiment une étude personnelle, voir le patrimoine du client, sa fiscalité d'ensemble pour le conseiller au mieux. C'est vraiment du cas par cas. Mais les deux D'accord. peuvent être un Mais, bon outil. Ouais. mais encore une fois, on voit tout l'intérêt de cette discussion, de cette réflexion et de pouvoir jauger quelle est la réponse C'est ça, la plus adaptée. Très bien. exactement. Merci, merci pour ces réponses et surtout pour ces solutions. On voit qui sont variées. Alors, évidemment, je me dois de rebondir sur le premier point que vous abordiez, c'était le démembrement de propriété, qu'il soit temporaire
ou Viager sur un investissement qu'on appelle la SCPI. C'est vrai que nous en sommes très votre sujet. friands. Voilà, c'est notre sujet. Les Oui. créateurs de patrimoine YouSense, évidemment, manient très bien cet outil au travers d'une SCPI qui s'appelle Pierre Val Santé, que beaucoup de nos auditeurs ce soir connaissent et détiennent bien souvent. Tiens, d'ailleurs, je me permets un petit coup de pub. Le journal Le Particulier, qui donc a fait paraître aujourd'hui son classement des meilleurs SCPI. Et une fois de plus, Pierre Val Santé occupe la première place des SCPI de santé. Et c'est une victoire de plus pour cette SCPI sur la thématique unique de la santé. Et on sait, et ça m'offre la transition avec la question qui vient, que la santé, c'est essentiel puisque nous allons vivre de plus en plus longtemps. Pour autant, l'espérance de vie s'allonge, mais l'espérance de vie en bonne santé diminue. Et c'est bien le relais de la médecine avec toutes les applications liées aux nouvelles techniques, à la recherche et puis au savoir-faire des praticiens qui permet justement d'allonger cette vie. Mais c'est aussi, malheureusement, en cette journée qui est la journée mondiale de la lutte contre Alzheimer, je tiens à le rappeler. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur LinkedIn, vous avez pu lire que oui, les créateurs de patrimoine YouSense sont engagés à titre personnel, mais également aux côtés de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui est à Paris, à la Salpêtrière. Et nous avons même mis un lien pour ceux qui souhaitaient faire un don. Voilà, c'était un petit rappel. Donc, on parle souvent, malheureusement, en fin de vie, ou malheureusement, encore plus malheureusement avant, de perte de nos facultés. Qu'est-ce qui se passe, Séverine, en cas d'insanité d'esprit ou de perte des facultés cognitives, par exemple, et comment protéger ces personnes qui deviennent vulnérables ou dépendantes et dépendantes? Alors, en fait, ce sujet est passionnant, très dense, et il est la suite logique de ce que l'on vient d'exposer sur la notion de contrôle. Parce qu'effectivement, la question est de savoir comment faire perdurer ce contrôle que l'on a exercé, comment espérer et faire en sorte que ces usages, cette philosophie de gestion soit reproduite et perdure, alors même que l'on a perdu ses facultés intellectuelles et cognitives. Alors, avant de développer ce sujet, je voulais revenir sur un point important, c'est du vécu. Je constate qu'il y a énormément de confusion, de fait, entre l'utilisation d'une procuration et les différents modes de protection et de représentation d'une personne qui a perdu ses facultés. Il faut rappeler qu'une procuration générale, qui est une procuration authentique faite par un notaire, ou une procuration spéciale faite par un notaire ou par une banque ou autre, cette procuration, elle ne peut être utilisée que dans le cas d'un empêchement physique. De sorte que l'utilisation de cette procuration s'arrête à partir du moment où la personne qui est représentée a perdu ses facultés cognitives et n'a plus ce pouvoir de discernement et n'a plus la possibilité d'exprimer sa volonté par rapport à l'utilisation qui est faite de cette procuration. Beaucoup de clients pensent que cette procuration, elle va être utilisée alors même que la personne a perdu ses facultés intellectuelles. Donc ça, ce n'est pas possible. Là, à partir du moment où on a passé ce cap, malheureusement, où la personne ne peut plus exprimer sa volonté, ne comprend plus pour différentes raisons, on va aller vers des mesures de représentation. Alors, les mesures de représentation, il y a beaucoup de réformes, il y a beaucoup de changements, il y a eu des réformes importantes. On va vers une déjudiciarisation des mesures de protection. Il en existe plusieurs. Ça va de la plus souple, qui est l'habilitation familiale, à la plus lourde, qui est la tutelle, qui malgré tout a été un petit peu allégée. On les connaît, on peut être sous curatelle renforcée, on peut bénéficier d'une habilitation familiale spéciale
du conjoint, d'une habilitation familiale beaucoup plus générale, et donc jusqu'à la tutelle. On sait que ces mesures de protection, elles sont, c'est un secret pour personne, elles sont très longues à mettre en place. La moyenne est de 6 à 12 mois pour obtenir une mesure de protection, et de ce fait, rien n'est prévu pour la période justement transitoire, la période de mise en place de ces mesures. Que devient la personne et que peut-on faire pour elle? Surtout que les clients ont tendance à nous solliciter par rapport à ces mesures de protection parce qu'une vente va devenir nécessaire et qu'ils comprennent qu'elle ne va pas pouvoir se faire si la personne n'a pas bénéficié d'un régime de protection. Et on se retrouve à monter ces dossiers en urgence, mais les tribunaux étant totalement submergés par ce genre de demandes, du fait du vieillissement de la population, il y a énormément de demandes de mesures de protection, du fait de la crise sanitaire, on atteint vraiment des délais d'instruction très très longs. Les autres inconvénients liés à ces mesures de protection, c'est que le curateur ou le tuteur, il a des pouvoirs qui sont encadrés par des contraintes juridiques. Mais ni le juge, ni le jugement, ni l'ordonnance que le juge va rendre ne prévoit des contraintes patrimoniales. Ces ordonnances, vous en avez certainement lu, elles ne prévoient pas de directive de gestion. On parle de soins prudents, diligents, avisés, mais c'est tout. Rien n'est prévu. Le juge ne dit rien, car il ne sait rien des difficultés patrimoniales qui attendent le tuteur ou le curateur. Donc, il ne fait que rappeler au curateur ou au tuteur en charge de la protection la nature, le périmètre de leur pouvoir, leurs devoirs vis-à-vis du protégé et vis-à-vis du juge. Ça reste très général. Ce manque de précision fait que finalement, le curateur, le tuteur, soit nommé au sein de la famille quand c'est possible, ou alors totalement étranger à la famille. Ça peut être un mandataire judiciaire à la personne protégée ou une association tutélaire, quelqu'un qui ne connaît absolument pas le majeur protégé. Cette personne, elle ne va pas nécessairement être très... elle va pas avoir un comportement très adapté parfois. Enfin, ça peut mettre en risque le patrimoine du protégé. D'où, dans la continuité justement de ce qu'on disait sur le contrôle de son patrimoine, le fait d'anticiper cette situation. On a aujourd'hui, et depuis 2007, des outils qui nous permettent d'anticiper cette dépendance. On en parle peu, je pense que le notariat a peu communiqué, c'est des sujets qui restent encore assez flous, c'est dommage, c'est vraiment un super outil. Et on parle de directives anticipées patrimoniales. On a au préalable entendu parler des directives anticipées sur le plan de la santé. On a aujourd'hui la possibilité de décider des soins dont on voudra ou pas bénéficier. C'est pas mal d'avancer sur ce sujet, mais on parle peu des directives anticipées patrimoniales. Alors, toute personne qui a, dans la gestion de son patrimoine, dans la gestion de ses biens, contracté des usages, a intérêt à rédiger avec un professionnel éclairé des directives pour le cas où elle perd ses facultés intellectuelles. Soit cette personne va faire ce qu'on appelle un acte unilatéral, pas un testament, parce qu'un testament, on l'ouvre, on l'enregistre, on en prend connaissance au moment du décès du testateur. Donc, aucun intérêt de le rédiger sous forme de testament et d'aller le déposer cacheté chez un notaire, puisqu'il servira à rien. Non, la personne a la possibilité de faire ce qu'on appelle un acte unilatéral qui est destiné, par exemple, au juge. Si cette personne n'a pas la possibilité de choisir d'aller au-delà et de faire un mandat de protection future dont on parlera juste après, elle a au moins la possibilité dans cet acte unilatéral d'exposer la façon dont elle conçoit les choses. Expliquer qu'elle gère son patrimoine de telle manière, par exemple, elle a des parts de SCPI parce que les revenus que lui procurent ces parts de SCPI lui permettent de payer sa maison de retraite. Enfin, en tout cas, c'est sa façon de gérer et c'est comme ça qu'elle entend continuer. Donc, la personne peut tout prévoir
Et ces dispositions s'imposeront au juge, et je serais presque tentée de dire qu'elles lui faciliteront la vie au juge, parce que s'il doit nommer un curateur ou un tuteur, ce sera très utile de communiquer cet élément et permettre au curateur ou au tuteur de peut-être contacter un créateur de patrimoine nuisance qui pourra l'aider à gérer les SCPI. Enfin, c'est un vrai bel outil. Au-delà de ça, et ça, c'est vraiment une chance de pouvoir le faire. On a la possibilité de faire un contrat bilatéral, c'est-à-dire de choisir une personne de confiance qui acceptera cette mission et qui viendra régulariser chez le notaire un acte qui s'appelle un mandat de protection future, dans lequel on va prévoir des choses. Alors, le mandat peut être très général, et donc pas du tout précis. J'aime pas trop parce que c'est presque donner les clés au mandataire, donner les clés de la maison au mandataire et finalement il va faire ce qu'il veut. Il ne sera pas contrôlé par le juge, sauf sur des actes de disposition, des actes importants, c'est-à-dire la vente notamment des biens immobiliers de la personne protégée. Mais je conseille vivement dans les mandats de protection future de prévoir en détail tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de la personne, ce qui concerne sa personne. Donc, on peut y inclure des dispositions liées à la santé. Je préconise de peut-être prévoir plusieurs mandataires pour que chacun exerce un contrôle sur ce que va décider l'autre. Je préconise, en fonction de la composition du patrimoine, de citer le créateur de patrimoine nuisance et d'indiquer même ses coordonnées. Et l'idée, c'est que ce mandat, il doit être hyper complet pour faciliter le travail de la personne et surtout pour que la gestion du patrimoine de cette personne protégée soit fidèle à la façon dont il gérait ce patrimoine avant de perdre ses facultés. Et ça rejoint la notion de contrôle dont on parlait tout à l'heure en première partie. Oui. On a des clients qui sont vraiment très au fait de la gestion de leur patrimoine et qui ont des valeurs, des priorités. Le fait de pouvoir autoriser, conseiller, interdire, orienter un mandataire dans son travail, non seulement ça va lui rendre service à ce mandataire, mais en plus, on va pérenniser cette volonté de contrôle. Voilà pourquoi j'insiste, et ça revient encore plus à ce qu'on disait au tout début de notre entretien, le rôle du notaire, recevoir son client, écouter, nous raconter la façon dont il voit la vie, dont il voit sa vie, dont il voit la suite, ses priorités, l'accompagner dans la rédaction de ce mandat, c'est un acte hyper important, que l'on fait quand tout va bien, que l'on signe avec cette personne de confiance à qui on doit exposer quand même sa mission et rappeler l'importance de sa mission. Et ce mandat, on va se le garder de côté. Et le jour où la personne, en général c'est le mandataire qui juge que l'état du mandant ne lui permet pas de continuer à gérer seul, le médecin délivre une attestation, un certificat attestant que la personne a perdu ses facultés. Il faut juste aller au tribunal, au greffe, présenter la copie du mandat et ce certificat médical, et le mandat, il prend effet immédiatement. Donc, on n'a plus cette notion de délai de 6-12 mois, de ces procédures longues au terme desquelles on va se retrouver sous la protection de quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui ne va pas forcément savoir gérer parce que les mandataires sont débordés, parce que voilà, on entend quand même pas mal de choses sur tout ça. Et sachant que l'on a cet outil, c'est vraiment un très, très bel outil sur lequel il faut communiquer et dans lequel vous-même, vous pouvez vous impliquer en tant que créateur de patrimoine. Voilà. Oui, parce qu'on l'a bien entendu et souvent on se dit que ce sont des affaires qui se règlent en famille, mais le mandataire peut être quelqu'un de totalement extérieur, Bien sûr, bien ce vieil ami, cette personne qui a su accompagner par sa présence, par ses gestes, une personne, oui, un créateur de patrimoine. Qui connaît ses habitudes, qui a partagé toutes ses idées, oui, bien sûr, c'est important, c'est important. Et puis, ça rassure et c'est une belle histoire également de se dire, je m'en remets à une personne qui accepte cette mission.
Et ces directives anticipées, ce mandat, aussi détaillé soit-il et aussi contraignant soit-il, s'impose au juge. Le juge reprendra son rôle de gardien du système de protection qu'à partir du moment où il est prouvé que ces directives ne sont plus dans l'intérêt de la personne protégée. Voilà, ça ne correspond plus à ses besoins, le juge interviendra. Mais voilà, il y a peu de risques et ce sera très peu le cas, en fait. Bon, encore une fois, si à certains moments, malgré la simplicité avec laquelle vous abordez ces sujets, cette unité, bien entendu, ce sont des grandes pistes qui sont apportées Oui. ce soir par Maître Taffino, mais évidemment, l'écoute et ces entretiens que vous préconisez sont là pour apporter vraiment la Oui. meilleure appréciation et le sur-mesure quelque part. Alors, je dois néanmoins revenir, et on reviendra et on conclura sur ce point. Nous avions tout à l'heure cette question concernant la résidence principale et la SCI. Donc, Oui. suite de la question, je la lis. Désolé pour revenir sur le précédent point. Dans le cas d'une vente de la résidence principale qui a été démembrée, est-il nécessaire que le nu propriétaire soit rattaché à cette résidence en tant que résidence principale? Ah bah, sinon, il ne sera pas exonéré de plus-value. D'accord. Donc, je pense que ça Ça, c'est répond à… évident. C'est pour ça que mettre une résidence principale dans une SCI et au-delà de ça, donner sa résidence principale en nue propriété, ce n'est pas la priorité en général. D'accord. Après, c'est ma façon de voir les choses. Je pense que la résidence principale, c'est peut-être, si possible, à condition que les enjeux fiscaux ne soient pas contraignants, mais je pense qu'il faut la garder pour pouvoir en disposer. Et moi, parfois, dans la stratégie patrimoniale, et là, je vais parler plutôt du contrôle pour la protection du conjoint, pour anticiper des problèmes familiaux, des désaccords, des éloignements, je vais carrément dans l'autre sens. J'ai parfois tendance à prévoir un aménagement du régime matrimonial et à faire en sorte que la résidence principale soit attribuée en pleine propriété et totalement au conjoint survivant pour lui permettre d'en disposer totalement. C'est du cas par cas, encore une fois, mais tout ça pour dire que ce n'est pas le bien que je vais mettre dans une société civile et que je vais démembrer en premier. Mhm. D'accord. Donc, et la suite de cette question, c'était toujours dans le cadre du précédent point. Est-il nécessaire d'avoir deux déclarations fiscales si le nu propriétaire possède deux résidences, une principale et une location meublée? Bon, je ne sais pas si on peut traiter dans le détail, mais ce qu'on peut faire en revanche, c'est faire en sorte Oui, que notre invité peut-être puisse se rapprocher de son créateur de patrimoine. Et à ce moment-là, on pourra peut-être bien sûr, travailler avec vous, Séverine, sur ce point. bien sûr, Hein, parce que pas de là, souci. on rentre un petit Oui, peu dans le… cette question, elle mérite un peu plus de précision en l'occurrence. Ouais. Oui, bien sûr, n'hésitez pas. Voilà, et Yannick qui lui apporte son commentaire en disant il y a aussi le cas des remariages avec des Oui, enfants de plusieurs lits pour la résidence principale dans une SCI. Bon, c'est vrai que on vit une époque où la cellule familiale a beaucoup changé, beaucoup évolué. Hein. Donc, ouais, c'est du cas par cas. bon, j'ai un remerciement sur le principe. Donc, on va faire bien entendu le nécessaire pour vous apporter cette réponse précise et Séverine, je suis sûr, pourra rentrer un peu plus en détail. Pas Voilà. de Donc, souci. on vient d'aborder un thème qui, en fait, est un thème difficile, mais encore une fois, il est d'autant plus qu'on ne l'anticipe pas et que finalement, on ne protège pas suffisamment ces personnes et leur entourage. Et là, vous venez de nous dire que effectivement, c'est pas parce que les choses sont anticipées qu'elles arrivent d'abord, Non, et c'est toujours quand on est en pleine faculté et en bonne santé qu'il faut peut-être se poser les bonnes questions.
Mais Oui. malgré tout, on le sait, hein, Alzheimer, c'est 250 000 nouveaux cas chaque année en France. Donc, et c'est pour ça qu'on aime bien mettre en avant effectivement l'Institut du cerveau et la moelle épinière parce qu'on les aide quand on fait des dons à ce qu'ils nous aident par leur recherche non pas encore éviter, on n'a pas trouvé le vaccin, mais en tout cas à limiter les difficultés, sachant que, on le sait, c'est aussi bien sûr, un problème pour la personne qui a ce problème de santé, mais aussi pour son entourage, parce que la vie n'est plus tout à fait la même, et que si on n'a pas pris des mesures telles que vous venez de les définir, ça va encore compliquer des situations qui le sont par elles-mêmes. Donc, ça, c'est le point. Alors, ce n'était pas prévu, mais souvent, voilà, j'ai commencé cette émission par une question en disant, voilà, on voit souvent le notaire quand il est trop tard, si on peut prendre cette image, Euh, mais vous devez avoir plein d'anecdotes où il y a des choses merveilleuses, super sympas, qui sont venues justement de cette écoute, de ces conseils, de cet accompagnement. Vous avez évité à certains garages Ferrari de faire du chiffre d'affaires, donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai rien contre les garagistes ou les concessions Ferrari, mais ça permettait aux gens Oui. de faire des choses plus, voilà, plus simples. Je sais pas, spontanément, il y a une belle histoire qui vous vient à l'esprit, Séverine, quand Alors, après ces quelques années de il y a métier. plein il y a plein de belles histoires. Cette profession, elle est belle et passionnante et c'est bien de pouvoir échanger entre nos professions parce que nous devons travailler ensemble et pas isolément. Le client doit exiger de son notaire qu'il l'écoute et qu'il entende sa problématique et qu'il le conseille. C'est très important. Euh, Souvent, les clients viennent nous voir avec beaucoup de craintes. Ils n'osent pas. Ils ont des vrais problèmes qui les hantent. C'est toujours... c'est très gratifiant et sympathique de trouver des solutions, de voir partir nos clients soulagés. Euh, Au-delà de ça, cette profession, elle permet de vivre des moments très forts. Et notamment, moi j'ai de beaux exemples. On parle de famille recomposée presque négativement parce que ça peut créer des soucis, parce que ça nécessite une organisation, parce que mais c'est aussi de belles histoires. Et il y a des très belles familles de cœur, des très belles histoires de cœur qui sont touchantes. Et ça, c'est vraiment magnifique. On fait aussi beaucoup d'adoptions maintenant, beaucoup plus qu'avant. Et ça, je trouve que c'est un moment magique. Je trouve que c'est un vrai privilège d'entrer dans la vie des gens, de les accompagner dans les étapes de leur vie, tout comme recevoir des clients, des fratries qui ne s'entendent plus, qui ne se parlent plus depuis des années, et puis le décès d'un parent ou des deux fait qu'ils ils doivent se revoir parce qu'il y a des partages à faire, des successions à régler, et puis là on passe par des étapes qui sont parfois douloureuses. Moi, je prends plaisir à essayer de faire en sorte que les gens se reparlent et puis parfois, voilà, on a des choses à se dire, on se les dit, il y a des disputes et puis finalement chacun dit ce qu'il a à dire. Parfois, il ressasse quelque chose depuis 20 ans, 30 ans et puis ça sort et les gens pleurent et les gens se prennent dans les bras et finalement tout le monde se revoit. Enfin, je trouve ça génial de participer à ça. J'estime que c'est aussi notre rôle. On fait de la médiation, voilà comment je vois mon métier. C'est de l'accompagnement. Il faut, je pense, aimer l'humain. Il faut avoir envie d'aider l'autre. Et je suis pas magicienne, mais je pense qu'on peut faire beaucoup. Et puis, en plus, voilà, on a à disposition de très, très beaux outils dans cette profession. Et il faut pouvoir travailler tous ensemble pour trouver des solutions. La société est assez c'est compliqué, on a beaucoup d'obstacles, cette vie n'est pas simple, elle n'est pas légère. Et si on peut justement aider nos clients à résoudre tous ces problèmes, ben, bien volontiers. Voilà. Quant au handicap et de manière générale, hein, la dépendance, la vulnérabilité, c'est pas uniquement avoir un enfant
handicapé. C'est aussi avoir un enfant qui dépense sans compter, qui peut être très fragile, excessivement sensible, ce qui le conduit à faire des actes qui vont lui porter préjudice, à faire un peu n'importe quoi. Ça aussi, c'est de la vulnérabilité. La solitude, vieillir seul, c'est de la vulnérabilité. Et je trouve que c'est un combat que je mène parce qu'il m'est également personnel. Et le fait qu'il m'est personnel m'a permis d'entrer dans cet univers et je suis ravie de pouvoir y apporter ma contribution. Voilà. Ouais, on ressent effectivement beaucoup d'émotions. En tout cas, je pense qu'il y en a un qui doit être particulièrement ému, en tout cas très fier, puisque l'un de vos deux fils fait partie de nos spectateurs ce soir. Et je crois savoir, mon petit doigt m'a dit que lui aussi, aujourd'hui, envisage de faire une carrière dans le notariat. C'est bien ça? Exactement. En tout cas, Exactement. il est forcément… Eh ben voilà, il nous salue, Greg. Et je pense il a cette sensibilité parce que c'est l'histoire de notre vie. Et il a cette sensibilité liée à la différence, à l'accompagnement et pas le côté business qu'on peut voir dans ce métier parce que c'est pas le cas. Bon, en tout Voilà. cas, on est certain il est sur les bonnes bases et que ce soir Ouais. encore, il aura partagé beaucoup de points avec vous. Euh, j'ai des remerciements déjà donc pour votre intervention, pour les thèmes très intéressants, me dit-on, m'écrit-on précisément. Et c'est vrai, Séverine, on pourrait en parler des heures, mais comme notre objectif, c'est de pouvoir non seulement répondre aux questions, mais de ne pas mobiliser les gens trop longtemps, parce qu'on a beaucoup parlé de la famille et que c'est un peu le moment de la famille. On va bientôt terminer notre réunion, cette intervention. En tout cas, voilà, on a des bravos très instructifs. Je dois dire que les créateurs de Patrimoine New Sens sont très fiers de pouvoir aussi avoir cette réflexion avec vous et que très régulièrement, vous nous aidez, vous nous accompagnez. On va sur des cas précis, concrets, des cas de la vie, comme vous les avez évoqués tout à l'heure, et que vous nous apportez là aussi beaucoup de solutions et à nos clients qui viennent les aider. En fait, je crois que ce soir, tout le monde, Séverine, a envie que vous soyez son notaire. C'est Voilà. gentil. En tout Mais cas, j'apprécie beaucoup également de travailler avec les créateurs de Patrimoine New Sens parce que voilà, ce sont des gens très compétents et qui s'impliquent énormément. Moi, j'ai été agréablement surprise des questions qui me sont posées parce qu'ils vont loin dans la volonté d'aider leurs clients, de leur apporter des solutions. C'est au départ pas forcément leur rôle, hein. Les questions sont parfois très techniques, c'est du juridique. Et je trouve ça très bien je suis vraiment ravie de pouvoir vous accompagner et ravie pour vos clients parce que voilà, c'est pas forcément l'idée que je m'en faisais et voilà, je pense que à nous tous, on peut être d'une aide précieuse. En tout cas, bravo à vous pour ce que vous faites et ce que vous distribuez parce que j'ai quand même beaucoup de recul maintenant, j'entends beaucoup parler de vous et je suis ravie d'apporter ma petite contribution et vous pouvez elle, compter sur moi. elle est grande, Séverine, elle est grande. Bon, bah, écoutez, ça va être le moment de se quitter. On n'a pas envie, mais c'est comme ça. Évidemment, les créateurs de patrimoine qui vous ont invité vont se tenir à votre disposition pour poursuivre cette discussion, parce que finalement, on est sur la même discussion, c'est comment atteindre ses objectifs de vie et le faire au mieux en fonction de tout ce il est possible de faire. Et vous le voyez, nous, on aime travailler en équipe et c'est encore une illustration ce soir. Donc, je remercie bien entendu l'ensemble de nos invités ce soir. Merci d'avoir consacré une partie de votre soirée à cette émission Soyons Directs. Bien sûr, merci à tous les créateurs de patrimoine et à toute l'équipe en régie, le marketing et donc la communication de New Sens. Et puis, bien sûr, une standing ovation pour vous, Séverine. C'était un grand moment. Merci à vous de nous avoir Merci. apporté Merci à vous tous. votre éclairage. À très bientôt et à bientôt donc pour Merci. l'épisode 4 de Bonne Soyons soirée. Direct. On va essayer de faire aussi bien, mais ça va être difficile, hein. La barre est très haute maintenant grâce à vous.
Au revoir et bonne soirée à Bonne tous. soirée. Merci. Merci. Ciao. Au Ciao. revoir.